Bonjour à tous, merci à Laura Flessel d'avoir introduit cette première session du Forum Smart City qui concerne donc les Jeux Olympiques accélérateurs d'attractivité et de transformation. Nous allons passer à la première table ronde. Pour celle-ci, j'appelle plusieurs acteurs de cet événement. Tout d'abord Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Marianne Louradour, la directrice territoriale Île-de-France de la Caisse des dépôts, Nicolas Hazard, le fondateur de INCO et président du Conseil stratégique de Paris, et Olivier Vignol, directeur général d'ICAD. Alors, il y a deux grands sujets que nous allons aborder lors de cette table ronde. Tout d'abord, les leviers économiques de cet événement, qui ont déjà été abordés en partie par la ministre, et puis ensuite l'héritage, qui est un aspect très important de ces Jeux, dont la candidature présente notamment deux particularités. Tout d'abord, qu'elle associe étroitement le département de la Seine-Saint-Denis à Paris, et le deuxième aspect, c'est l'objectif de sobriété qui évolue dans cette candidature, après de nombreuses éditions parfois jugées dépensières. Pour commencer, depuis le 13 septembre et l'attribution des Jeux à Paris et à la Seine-Saint-Denis, il s'est déjà passé des choses et il y en a bien d'autres qui se préparent. Et je souhaiterais demander tout d'abord à Stéphane Troussel de nous faire un petit point sur la préparation, la création du comité d'organisation, et puis nous redire en quoi la Seine-Saint-Denis est un acteur particulier de cette candidature, de cet événement qui se prépare. Merci à vous, merci pour votre accueil et l'invitation. Vous avez raison, alors Anne Hidalgo a dû nous quitter, mais vous avez raison de dire que finalement, on devrait presque les appeler Seine-Saint-Denis 2024. Je ne peux pas m'empêcher de faire cette remarque préalable, puisque les cérémonies d'ouverture et de clôture sont en Seine-Saint-Denis, dans le Stade de France rénové. Les athlètes dormiront en Seine-Saint-Denis. Les athlètes pour les grandes épreuves, allez, un peu phares, que sont l'athlétisme et la natation, les pratiqueront en Seine-Saint-Denis. Les journalistes travailleront en Seine-Saint-Denis, puisque le parc des expositions du Bourget sera transformé en centre de presse. Ils pourront y dormir, puisque nous allons leur construire un village des médias. Et je vous passe les épreuves de badminton, de volley, enfin bref. Donc presque grande partie des équipements, pour pas dire la totalité des 80% des aménagements, des équipements, des constructions vont être réalisés en Seine-Saint-Denis. Alors, pour vous faire un tout petit point, pour revenir précisément à votre question sur là où nous en sommes, bon, c'est sûr qu'après l'intense mobilisation que collectivement nous avons portée jusqu'au 13 septembre à Lima, nous sommes dans une phase un peu différente là en ce moment après Lima, de réorganisation, notamment pour construire les deux grandes entités qui vont être chargées maintenant de porter et de construire le projet, les équipements, à savoir le comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, et puis la Solideo, la société qui va livrer les équipements olympiques. Donc on est dans cette phase-là pour une construction, enfin une mise en place opérationnelle, disons, au premier trimestre de l'année prochaine. Néanmoins, d'ailleurs, votre initiative en est l'illustration. Je salue Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, cher Patrick. Néanmoins, nous ne sommes pas restés inactifs depuis le 13 septembre, parce que cet enthousiasme, cette énergie, cette mobilisation dont, disons-le, le pays a bien besoin. Moi, je trouve que ce projet, c'est aussi sa force, c'est que dans un pays qui a parfois un peu la tendance à douter de lui-même, de sa capacité à porter justement un projet, un événement international, ce projet redonne cette énergie, cette force, cette combativité. Donc on n'est pas resté inactif depuis le 13 septembre. À la fois dans chacune de nos collectivités, dans le mouvement sportif, dans le mouvement économique. Moi, le 14 septembre, je réunissais les chefs d'entreprise de Seine-Saint-Denis parce que, bien évidemment, ils sont immédiatement disponibles, immédiatement volontaires pour imaginer avec nous
justement les retombées dont parlait Jean-Christophe Tortora tout à l'heure, eh bien comment on va pouvoir les organiser, y compris vis-à-vis de l'économie locale. Deuxième exemple, dans le cadre des Jeux Olympiques, depuis plusieurs années maintenant, il y a l'organisation d'une grande Olympiade culturelle pour que ça soit au-delà de la compétition, au-delà des retransmissions télévisées. Eh bien, il y a l'idée de mobiliser massivement la population à travers l'organisation d'un grand événement festif, culturel, populaire, y compris pour associer ces deux dimensions que sont l'art et le sport, en particulier dans un pays comme le nôtre, où la question culturelle joue un rôle fondamental. Et donc, avec Paris, nous avons organisé, il y a une quinzaine de jours à peu près, à l'Académie Fratellini en Seine-Saint-Denis, une grande réunion de travail, justement, avec à la fois les milieux sportifs et les milieux culturels. Et enfin, juste permettez-moi d'insister par rapport à... Là, c'était un peu sur les questions d'organisation, mais je veux insister sur un point, notamment compte tenu des introductions qui ont été faites tout à l'heure. Quand Anne Hidalgo a décidé de porter la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques, immédiatement, elle a pris contact avec nous, les élus de Seine-Saint-Denis, pour dire voilà finalement un beau projet fédérateur qui peut être une illustration concrète, opérationnelle, de ce que nous essayons de construire avec cette idée d'un Grand Paris plus démocratique et solidaire. Parce que moi, je vais vous dire, en ce moment, les élus se passionnent à nouveau, pas seulement les élus, pour le mécano institutionnel. Moi, je crois qu'au-delà du mécano institutionnel, eh bien, ce Grand Paris, on doit le faire surtout avancer concrètement par un certain nombre de grands projets. Quand on engage Paris et le Grand Paris dans les Jeux Olympiques, je pense qu'on fait beaucoup plus pour la construction métropolitaine. Quand et je crois avoir aperçu Philippe Yvain, bah oui, il est au premier rang, le président de la Société du Grand Paris. Quand on fait le Grand Paris Express, on fait avancer concrètement le Grand Paris que nous essayons de construire. Parce que ce n'est pas qu'un projet de transport, justement. C'est un projet de développement, c'est un projet pour l'ensemble du territoire où tous ces urbains dont parlait tout à l'heure Carlos Moreno, eh bien, c'est notamment dans un certain nombre de secteurs aujourd'hui qui étaient dépossédés de la capacité de mobilité, eh bien, qu'ils vont pouvoir justement s'emparer de ce Grand Paris. Et donc, voilà aussi ce que, par rapport à votre première question, ce que je souhaitais vous dire. Merci. Donc pour ces Jeux Olympiques du Grand Paris, il y a eu donc une première particularité que vous venez d'évoquer relative à la présence de la Seine-Saint-Denis. L'autre particularité, ce sont les valeurs qui sont portées par cette candidature. Et ces valeurs, on les doit notamment au travail de Nicolas Hazard, au travers du Conseil stratégique de Paris. Et donc je souhaiterais que vous nous présentiez un peu notamment l'aspect inclusion, c'est-à-dire comment cette volonté de faire des jeux inclusifs va se traduire à la fois dans la préparation de l'événement et puis durant l'événement lui-même. Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'idée de ces Jeux Olympiques, effectivement, on aime beaucoup le sport. Moi, j'adore le beach volley et qui aura lieu sous la Tour Eiffel dans le Champ de Mars. Je vais déjà acheter mon ticket dès que ça va sortir. On est tous des passionnés de sport, on est ravis, très fiers d'avoir remporté ces Jeux. Et comme disait Jean-Christophe, effectivement, c'est important, ça nous donne une fierté. Mais en fait, les Jeux, ça n'a aucun sens si on y pense juste pour le sport, à mon avis. Les Jeux, c'est plus que ça, c'est un projet de société qu'on veut montrer le monde qu'on veut créer, le monde de demain. Et ce monde, on le souhaite inclusif et durable. Comme le disait la maire de Paris, effectivement, la pression qu'il y a sur les ressources naturelles, les inégalités qui existent un peu partout font qu'on a besoin d'inventer des nouveaux modèles de société, on a besoin de développer des alternatives réelles et crédibles pour répondre à ces grands enjeux. Et c'est ce qu'on s'est dit avec ces Jeux Olympiques, c'est comment, pour cet événement qui est le plus regardé dans le monde, qu'est-ce qu'on peut apporter, quelle est la plus-value qu'on peut pouvoir avoir. Et on s'est dit, démontrer qu'on peut développer des Jeux Olympiques qui sont le moins polluants possible, développer des Jeux Olympiques qui sont le plus inclusifs possible, c'est peut-être le premier message qu'on a envie de délivrer au monde, surtout à un moment où on est face à beaucoup d'interrogations.
Et donc on est allé voir plusieurs personnes, plusieurs grandes organisations internationales, plusieurs ONG qui sont venus contribuer au projet de Paris 2024. Et je pense en premier lieu, par exemple, au professeur Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, qui est venu pour parrainer ces jeux, pour dire on va essayer de développer les premiers jeux en social business, développer des entreprises sociales, faire qu'un maximum de structures locales qui créent de l'emploi localement, notamment auprès des publics les plus fragilisés, toutes les structures dites de l'économie sociale et solidaire puissent contribuer à ces jeux. Et aujourd'hui, on a 7 ans pour préparer ces boîtes-là, préparer ces startups à fort impact social pour qu'elles soient prêtes pour répondre à ce jeu-là. Et bien, Mohamed Younous s'est engagé pour nous aider à le faire et à développer des modèles autour de ça. On est allé voir le WWF, des organisations comme UNICEF qui sont venues aussi contribuer pour voir comment le maximum de personnes pourraient bénéficier des jeux. Et enfin, c'est un engagement en termes d'environnement, un engagement en termes climatiques, comme le disait la maire de Paris, c'est très important. Et donc, tout ce qui va être créé, conçu, notamment les bâtiments, le village olympique, seront aux normes les plus efficaces possibles et les plus efficientes en termes d'énergie. Et on va essayer, et c'est notre défi, de créer des premiers jeux qui seraient zéro carbone. Et à partir de là, si on arrive à faire des jeux qui sont véritablement inclusifs, des jeux qui sont véritablement durables, eh bien, le monde de l'olympisme ne pourra pas faire autrement dans les années à venir que de reproduire ce genre de choses. Et on pourra dire qu'à Paris et en Seine-Saint-Denis, on a lancé un mouvement mondial qui répond aux grands enjeux de notre planète. Merci. Sur le volet innovation sociale, la Caisse des dépôts s'est saisie du sujet et je voulais savoir un peu, Marianne Louradour, comment vous prépariez ces jeux, notamment dans le cadre du village olympique. Oui, bonjour à tous. Je rebondis bien volontiers sur ce que dit Nicolas Hazard parce que ces jeux inclusifs seront aussi des valeurs qui seront portées par la Caisse des dépôts pendant la préparation et pendant ces Jeux olympiques. En fait, ces Jeux olympiques, on peut les gagner 4 fois. On a gagné la candidature le 13 septembre à Lima. On va gagner plein de médailles en 2024 avec des athlètes qui vont tout nous donner sur le territoire. Et puis, on peut les gagner aux yeux du monde en montrant des jeux très bien organisés. Et puis, on peut les gagner enfin en laissant un héritage des jeux qui servent le territoire et qui servent l'économie. Et pour cela, effectivement, il faudra que ces jeux soient inclusifs et que ces 10 milliards d'emplois, 10 milliards de PIB et ces 250 000 emplois dont tout le monde parle au bénéfice de ces Jeux olympiques profitent aussi aux entreprises du territoire, aux petites entreprises et à l'économie sociale et solidaire. Et la Caisse des dépôts jouera son rôle dans cette mise en relation entre ces petites entreprises et les grands comptes et les maîtres d'ouvrage publics, parce que c'est notre ADN. Nous sommes très engagés sur le développement économique avec les grands réseaux, ADI, France Active, Initiative, le réseau Entreprendre. Nous avons bien sûr une grande filiale entièrement mobilisée sur le développement économique qui est la BPI, dont l'État est le co-actionnaire. Et puis nous avons de nouveaux leviers. Nous avons lancé l'année dernière le fonds Noves, qui est un fonds de 100 millions d'euros entièrement dédié à l'économie sociale et solidaire et qui d'ailleurs est opéré par Mandarine et Inco. Avec Inco aussi, on réfléchit à faire un hub de l'économie sociale et solidaire sur les Jeux olympiques, sur un des sites, pour mettre en relation l'économie sociale et solidaire, les très petites entreprises avec les grands comptes et avec les maîtres d'ouvrage publics. En fait, on sait que cette mise en relation est compliquée pour les petites entreprises, qu'elles ont beaucoup de difficultés à accéder au marché public et donc il faut à la fois les aider dans un hub qui pourrait les incuber, qui pourrait les identifier et qui pourrait faire de la mise en relation avec ces grands comptes, avec ces maîtres d'ouvrage publics. Et puis ce hub sera aussi un démonstrateur de nos savoir-faire en matière d'entreprise et d'économie sociale et solidaire devant le monde entier, puisque les Jeux olympiques sont d'abord des jeux télévisés avec 4 milliards de téléspectateurs qui les regarderont.
Merci. Un autre rôle que jouera la Caisse des dépôts, qui est peut-être un peu plus connu, ce sera celui de financeur. Est-ce que vous pouvez nous détailler aussi ce qui est prévu dans ce cadre? Oui, alors bien sûr, le financement sera aussi un gros sujet et un sujet aussi d'inclusion et d'héritage, bien sûr. Au stade de la candidature, la Caisse des dépôts a été le partenaire officiel avec d'autres grands groupes et dès le début, on s'est engagé auprès de cette candidature. Maintenant, nous en sommes au stade de la structuration opérationnelle. Alors, il y a deux grands budgets sur les Jeux Olympiques. Il y a le budget événementiel, pour faire simple, 3 milliards. Et il y a le budget investissement, réalisation des infrastructures, des équipements, la piscine olympique et des villages, le village olympique, le village des médias. Et là aussi, c'est un budget de 3 milliards dont on parle. Alors c'est le délégué interministériel Jean Castex qui vient d'être nommé et le préfigurateur de Solideo, Solideo qui sera la société de livraison des Jeux, qui sont en train d'étudier, de réfléchir à la structuration opérationnelle de ce village. Un des scénarios serait de créer des filiales de Solideo pour réaliser les villages, le village olympique, le village des médias. Et la Caisse des dépôts pourrait être coactionnaire de ces filiales de réalisation aux côtés de l'État, bien sûr l'actionnaire majoritaire, et aux côtés des collectivités locales. Nous sommes d'ailleurs, nous aussi, un grand partenaire de la Seine-Saint-Denis et du territoire de Plaine Commune, qui accueillera la piscine et le village olympique, puisque nous avons réalisé le Stade de France en 98 et que nous avons fait la Cité du cinéma, qui sera au centre du village olympique et qui sera le lieu de restauration des athlètes. Et puis, au stade de la réalisation, nous pourrons bien sûr être dans une fonction prêteur auprès de tous les investissements qui seront réalisés. Et au stade de la commercialisation va se poser le sujet de la mise sur le marché après les Jeux de quelques 2500 logements qui seront réalisés, des quelques 100 000 m² de bureaux, commerces qui seront réalisés. Et donc il y a cette mise sur le marché, sur un même territoire simultané qui va se poser de manière prégnante comme question. Et de là, nous réfléchissons à la constitution d'un pool d'investisseurs qui pourrait mettre sur le marché une partie de l'offre et qui pourrait aussi les garder pour avoir une mise sur le marché beaucoup plus progressive et éviter des effets de saturation. Voilà. Et puis bien sûr, une des réponses sera aussi dans la programmation pour que la programmation soit la plus mixte possible, avec une offre la plus diversifiée et avec des dispositifs éventuellement aussi innovants permettant de l'accession sociale par une division du foncier et du bâti, mais je ne veux pas rentrer dans des considérations trop techniques. Merci. On voit bien qu'il y a des enjeux d'aménagement assez forts, même si cette candidature se voulait sobre en termes d'équipements nouveaux. Ces enjeux en termes d'aménagement, ils vont notamment intéresser ICAD. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu justement les enjeux pour ICAD de ces Jeux et notamment vos ambitions en termes d'économie circulaire? Bonjour. Alors, nous, on est présents à cette table ronde parce qu'on a la conviction que l'impact des Jeux Olympiques va aller très au-delà des sites olympiques eux-mêmes et que ICAD, c'est l'héritage de l'histoire et l'un des plus gros propriétaires fonciers de ce territoire. ICAD, les anciens magasins généraux de Paris, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire immobilière, propriétaire de pratiquement 70 hectares qui sont à proximité immédiate des sites olympiques et qui sont surtout une barrière aujourd'hui entre Paris et Plaine Commune. Et nous pensons que, nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs avec Paris, avec Plaine Commune, que les Jeux Olympiques sont probablement l'opportunité de lancer l'une des plus grandes opérations d'urbanisme sur le parc ICAD. Il fait 65 hectares, mais également pour ceux qui connaissent ce territoire entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Chapelle, l'opération qu'on appelle de la gare des Mines, qui est portée par la ville de Paris, qui fait à peu près la même surface. Et il y a donc là l'opportunité de faire l'une des plus grosses opérations d'urbanisme des prochaines années dans un concept de Smart City, puisque
si ICAD est un opérateur privé, il a l'honneur d'avoir comme premier actionnaire la Caisse des dépôts. Et notre parc est d'ailleurs aujourd'hui le démonstrateur de la Smart City. Alors moi, je voudrais d'abord faire un premier commentaire, ce qui a été dit sur les Jeux Olympiques inclusifs, etc. Vous avez peut-être vu il y a quelques jours que le projet de loi olympique a été présenté au Conseil des ministres. Et Madame la ministre est partie, mais je trouve qu'on aurait pu, il y a tout un tas d'éléments qui sont traités dans cette loi olympique. Aucun élément n'a été introduit pour justement réserver ou permettre à des entreprises ou à des emplois locaux d'être favorisés dans ce... je vois que Stéphane Troussel n'est pas d'accord, enfin j'ai bien relu les 18 articles de la loi et je trouve qu'on aurait pu forcer par la loi je dirais, l'attribution de marché ou de construction à des entreprises locales. C'est un point de vue, mais on peut imaginer que peut-être la loi évoluera d'ici là. Nous, le sujet qu'on a porté, c'est que vous savez aussi que sur le territoire, il y a une très grosse opération universitaire qui est le campus Condorcet. Et on avait fait à l'époque, qui est en deux parties, entre la porte de la Chapelle et la place du Front Populaire à Aubervilliers, on avait fait la proposition au campus d'Andorcet de faire sur nos terrains un cheminement piéton et vélo entre les deux parties du campus Condorcet. Et on fait aujourd'hui la même proposition à Plaine Commune et aux organisateurs des Jeux Olympiques, c'est de concevoir entre Paris, parce qu'il y a à peu près 3 km, entre Paris et le Stade de France, un cheminement piéton et vélo qui passerait notamment au travers des territoires d'ICAD et qu'on est tout à fait prêt à en discuter avec les autorités compétentes. Nous pensons aussi que c'est l'occasion de parfaire le maillage en termes de transport en commun. Le Grand Paris va accélérer, je pense, les travaux du Grand Paris Express, mais il y a localement un petit bout de tramway qui manque pour ceux qui connaissent cette zone. Et autant le Stade de France est très bien desservi nord-sud, mais il n'est pas desservi est-ouest, ou moins bien. Et que l'une des opportunités de desserte, c'est de relier le RER-E qui passe à la gare Rosa Parks, d'un Paris 19e, au Stade de France. Et pour ça, il faut terminer le tramway T8. Et pour terminer le tramway T8, il faut passer au milieu des terrains d'ICAD. Et là encore, nous avons fait la proposition à Plaine Commune de mettre à disposition une partie de nos terrains pour terminer cette liaison en tram. Donc voilà, nous, l'économie circulaire, on pense qu'il faut... nous, tous les chantiers qu'on fait sur Plaine Commune et en Seine-Saint-Denis, on a à chaque fois un très grand quota d'heures d'insertion. C'est une action volontariste, on est obligé par personne. Et voilà typiquement le genre de choses que je trouve que la loi devrait, dans un événement comme les Jeux Olympiques, si on veut vraiment qu'il soit inclusif, si on veut vraiment qu'il soit bien perçu par la population locale, je crois qu'il faut vraiment faire très attention à ce que les retombées économiques soient vraiment pour la population locale. Et l'expérience montre quand même que si la loi n'y veille pas, parfois, je dirais, les résultats sont un peu en deçà. Donc voilà, donc nous, on sera un acteur très engagé des Jeux Olympiques. On est prêt à mettre nos terrains à disposition. Plus que ça, on est surtout prêt à mettre nos idées à disposition des organisateurs. Parce que je crois que l'impact sur le territoire, qui en gros va du Bourget jusqu'au périphérique, ira très au-delà des quelques sites spécifiques dont on a parlé. C'est tout le territoire qui peut être transformé par un événement d'une telle ampleur. Merci. Vous avez commencé à évoquer l'aspect héritage, qui est donc le deuxième sujet que nous souhaitions aborder lors de cette table ronde. Nicolas Hazard, vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect durabilité, l'aspect inclusion. Vous êtes aussi avec INCO un acteur de l'innovation. Est-ce que vous nous expliquez comment l'innovation, comment la Smart City peut servir justement cet héritage pour le Grand Paris à l'horizon 2030 ? Exactement. Effectivement, les athlètes qui seront là en 2024, qui vont gagner les médailles, aujourd'hui ils ont 10-12 ans, peut-être un petit peu plus, 12-14 ans, et donc c'est des très très jeunes qui sont en train de se préparer pour représenter la France et briller pour ces Jeux Olympiques. Et bien c'est la même chose pour les entreprises, c'est-à-dire celles qui seront les entreprises les plus dynamiques, les plus en croissance et sans doute les plus innovantes. C'est des entreprises qui sont extrêmement jeunes, qui
pour beaucoup n'existe pas encore. Et donc nous, notre idée, c'est qu'on prépare, comme on prépare des athlètes, qu'on prépare une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et cette génération d'entrepreneurs, c'est une génération qui est extrêmement attachée aux grands enjeux environnementaux et sociaux auxquels on est confronté et qui développe des modèles économiques, des business qui du coup sont rentables, hein, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui payent des impôts. Ils créent des business et en même temps ils répondent à un grand enjeu social, sociétal et environnemental. Ces startups de la nouvelle économie, c'est celles qu'on accompagne avec Inco. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 20 pays. On accompagne 500 startups par an à travers des incubateurs, mais aussi à travers des fonds d'investissement. C'était rappelé par Madame Louradour, effectivement, on investit près de plus de 150 millions aujourd'hui pour ces startups et donc on va préparer cette nouvelle économie et cette nouvelle génération. Et cette génération qui vraiment développe des modèles économiques et qui développe des startups qui ont du sens. Qui répondent aux grands enjeux de nos villes, de nos métropoles, de nos territoires, qui favorisent l'inclusion, qui favorisent le développement durable, qui favorisent des solutions innovantes et qui utilisent les nouvelles technologies pour répondre à ces grands enjeux, comme le rappelait la maire de Paris ce matin. Et donc on a besoin de ces pépites et pour les faire grandir et pour qu'elles répondent à ce défi qu'est l'organisation des Jeux Olympiques. Et donc voilà, c'est nous, c'est ce qu'on se propose d'apporter en tout cas pour ces Jeux. Et je sais que tous les acteurs institutionnels, privés, les grandes entreprises, la Caisse des dépôts sont très motivés pour aller dans ce sens-là. Mais comme on se disait avec Stéphane Troussel à l'instant, en fait le combat il commence aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a bien sûr gagné les Jeux, c'est une première étape, mais en fait le plus dur est aussi devant nous, c'est-à-dire de construire l'écosystème adapté pour répondre à cette énorme attente qui est devant nous et pour réussir quelque chose que personne n'a réussi jusqu'à présent. Vous évoquiez l'implication de la Caisse des dépôts donc dans ce volet environnemental. Marianne Louradour, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous préparez en termes notamment de transition écologique dans le cadre de cet événement ? Oui, cette question de l'héritage est centrale car on a vu dans d'autres pays que la tenue des Jeux Olympiques a eu des effets contrastés sur le développement et l'attractivité des territoires. On a des effets limités, voire négatifs sur Athènes, sur Pékin. On a vu les Jeux de Barcelone qui ont été plutôt positifs avec la rénovation de quartiers anciens et puis surtout le fait de faire de Barcelone la 3e place touristique, hein, je passais du 13e à la 3e. Des effets aussi positifs sur le rééquilibrage urbain à Londres, avec notamment la décontamination de nombreux terrains industriels et la mise en place de ce quartier de Stratford et l'aménagement d'ailleurs d'un grand parc de 150 hectares. Donc aujourd'hui et pour 2024, nous avons l'occasion d'expérimenter à grande échelle la transition écologique et de laisser un héritage écologique positif sur le territoire francilien qui souffre, vous le savez, d'un bilan énergétique extrêmement négatif puisqu'il ne produit que 15% de sa consommation d'énergie avec une facture énergétique énorme de 23 milliards. Alors, il y a des objectifs très ambitieux dans la candidature sur cette transition écologique, des objectifs absolus, des objectifs relatifs. Dans les objectifs absolus, il y a par exemple 100% d'énergie renouvelable, 100% de bâtiments passifs ou à énergie positive. Et puis dans les objectifs relatifs, il y a une réduction de 55% des émissions de CO2 par rapport aux Jeux Olympiques de Londres. Le démonstrateur Smart City d'intérêt général qui pourra se développer sur le village olympique aura donc à intégrer avec toute l'innovation de la Smart City le plus haut niveau de soutenabilité écologique et de sobriété en énergie.
Ce qui veut dire qu'il faut réfléchir à des logiques d'économie circulaire. Olivier Vignol, qui a créé la filiale avec Aegis CycleUp, en parlera peut-être. Il faut réfléchir bien sûr aux problématiques de la mobilité et du transport, qui comprend évidemment les logiques de véhicules autonomes, de véhicules électriques, mais aussi les infrastructures de distribution de carburants alternatifs, les changements de comportement de mobilité pour fluidifier le trafic, les services de logistique urbaine, les smart parking, les services de mobilité intégrée. Donc c'est toute une chaîne, bien sûr, qui est concernée par cette logique de mobilité. Il y a aussi des réflexions sur le modèle énergétique. Vous savez que maintenant les modèles énergétiques sont pensés de manière décarbonée, décentralisée et digitalisée. Une nouvelle forme de boucle de chaleur sur laquelle là aussi il faudra réfléchir. Une boucle de chaleur mutualisée, interopérable, pouvoir récupérer beaucoup d'énergie de différents opérateurs, y compris les énergies fatales. Et puis bien sûr, travailler sur le bâtiment. Le bâtiment, c'est très énergétivore, c'est 40% de l'énergie consommée, avec, sur le village olympique, un objectif très important de réversibilité des bâtiments, puisqu'il faut accueillir pendant 15 jours 17 000 athlètes, puis pendant 15 jours 9 000 para-athlètes, et ensuite livrer un quartier de ville à ses habitants et donc réverser complètement ce village olympique en un quartier de ville. Donc cette réversibilité, il faut bien sûr y travailler avec les meilleures innovations possibles en la matière. Nous avons développé un programme à la Caisse des dépôts avec Aegis qui s'appelle Reverse et qui permet à la fois d'intégrer une base de données sur les matériaux et sur le potentiel de réversibilité et d'aider à la programmation de cette réversibilité. Une réversibilité d'ailleurs qui peut se faire 2 fois, mais qui peut se faire aussi 3 fois, parce qu'en fait, il y a un gain de valeur de la réversibilité qui permet ensuite au bâtiment de muter en fonction des usages et en fonction de la mutation du quartier. Quelques pistes de réflexion, mais en réalité, il est difficile de savoir exactement comment sera le village olympique ou le village des médias en 2024, parce que c'est dans 7 ans et qu'on est aujourd'hui dans un cycle d'innovation sur la Smart City, d'innovation ouverte extrêmement rapide, et que pour la construction de ces équipements, il faut réussir à capter toute cette agilité, toute cette innovation pour mettre les meilleurs standards de la Smart City d'intérêt général sur les Jeux Olympiques. Olivier Vignol, je vais peut-être vous passer la parole pour faire la suite des propos de Marianne Loradour, notamment sur CycleUp et l'aspect économie circulaire. Et puis après, on laissera Stéphane Troussel conclure cette table ronde. Non, juste un petit mot de CycleUp, puisque les Jeux Olympiques ont été gagnés peut-être sur l'idée qu'il fallait réutiliser les sites existants. Il en reste néanmoins quelques-uns à construire, le village olympique, le village média, la piscine. Et nous avons, avec nos collègues d'Aegis, 2 filiales de la Caisse, monté une société qui s'appelle CycleUp, qui a donc vocation à devenir une plateforme de place et d'échange pour le réemploi des matériaux lors de la déconstruction des chantiers. Et effectivement, la proposition qui a été faite à la Caisse des dépôts, c'est que sur les infrastructures à construire, notamment le village olympique, le pourcentage de matériaux existants réemployés pour la construction du village olympique soit placé avec un objectif extrêmement ambitieux pour qu'au-delà de la réutilisation des sites existants, pour les sites nouveaux, il soit fait l'utilisation de matériaux de récupération sur les chantiers. Stéphane Troussel, je vais vous laisser le mot de la fin. Je crois que votre position au conseil départemental, c'est que l'héritage de ces Jeux se prépare dès aujourd'hui. Comment vous préparez à cet héritage ? Plusieurs choses. La première, je voudrais d'abord réagir à ce que Olivier Vignol tout à l'heure disait, que je n'étais pas d'accord avec lui. Je suis complètement d'accord avec lui. Il va falloir être particulièrement exigeant, vigilant et mettre une pression extraordinaire pour que finalement, ça ne soit pas sur les questions des retombées économiques comme d'habitude. Parce qu'on a quelques expériences passées, je pense à la COP21, voire à l'Euro 2016,
où en dépit d'un certain nombre d'engagements, les retombées pour le système économique local ont été assez limitées. Donc vous avez parfaitement raison, potentiellement on peut avoir un débat sur le support que constituait l'actuelle loi olympique, qui était davantage, comment dirais-je, pour traiter des questions d'urbanisme, de réglementation, de procédure, mais bien évidemment qu'il va falloir être sur ce point-là des retombées particulièrement exigeants et vigilants. Deuxième chose que je veux dire, c'est que, pour revenir un tout petit peu en arrière, d'une certaine manière, la Seine-Saint-Denis, elle symbolise souvent, par rapport au développement de Paris et du Grand Paris, les grandes étapes qui ont été celles des grandes transformations. La Seine-Saint-Denis, ça a été, contrairement à l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui, le grand territoire maraîcher de Paris et de sa région. Ça a été ensuite le grand territoire du développement industriel au cœur de la zone la plus dense. Ça a été de fait le territoire qui, au cœur du Grand Paris, a symbolisé la désindustrialisation, grandes emprises industrielles qui ont été en friche pendant les années 80-90. Et c'est aussi, d'une certaine manière aujourd'hui, celui de toutes les opportunités des grandes mutations à travers la révolution numérique ou la transition écologique. Et ce que je veux dire, c'est que quand on s'est engagé dans ce dossier, dans cette candidature, effectivement, ça symbolise, les deux projets de village symbolisent assez bien les choses. C'est pas le comité international olympique qui nous a dit on va poser le village à cet endroit, c'est celui-là qui est choisi et c'est le village des médias. Bien sûr qu'in fine, il y a eu ce type de débat. Mais le village des athlètes, il y avait un projet à cet endroit. Il y avait un projet d'éco-quartier, bien sûr pas dimensionné de la même manière, pas avec les mêmes objectifs, mais il y avait un projet d'éco-quartier. De l'autre côté, sur le village des médias, nous sommes situés, pour que tout le monde le visualise, nous sommes situés à proximité d'un parc Natura 2000 de 400 hectares, le parc départemental Georges Valbon, le parc des expositions, l'aéroport du Bourget et une nouvelle ligne de transport qui va enfin permettre de desservir ce grand espace vert qui jusqu'à présent était effectivement marqué par les grandes infrastructures de transport, enfin de routes et d'autoroutes, mais n'était pas desservi par des transports, des transports collectifs. Et donc c'est le projet olympique que nous avons intégré dans le projet urbain du village, enfin de ce qui sera le village des médias, et la dimension olympique qui a été intégrée dans le projet d'écoquartier sur Île Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Ouen. C'est ça qui donne, je dirais, la force aussi à ces deux projets, puisque de fait, les garanties sur l'héritage, on a essayé de les intégrer très en amont de ce projet. Et qu'est-ce qui devra nous... Finalement, comment on pourra juger qu'on a réussi ou on n'a pas réussi? Marianne Lorador faisait référence tout à l'heure. Moi, je dirais qu'il y a 3 moments. Le premier, c'est bien évidemment le 1er janvier 2024, où il faudra être prêt pour que la compétition pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques soit parfaite, réponde aux objectifs et du CIO, des sportifs, des spectateurs. Et donc la meilleure organisation possible, le meilleur village des athlètes possible, le meilleur village des médias possible. Deuxième chose, le 1er janvier 2025. Il faudra que le 1er janvier 2025, eh bien justement, la reversibilité, le fait d'avoir des équipements, des projets urbains qui soient immédiatement utiles aux habitants de la Seine-Saint-Denis, de Paris et du Grand Paris, eh bien, on le teste dès le premier, ça soit le test grandeur nature dès le 1er janvier 2025. Mais aussi, le 3e rendez-vous, ça sera à plus longue échéance, 30 ans, 50 ans, où eh bien, ceux qui passeront derrière nous, où les visiteurs du Grand Paris se diront bah, finalement, ce quartier-là, ces quartiers-là, ils l'avaient imaginé pour les Jeux Olympiques 2024 et ça fonctionne. Et ça fonctionne bien sur le plan de la mobilité, et ça fonctionne bien sur la qualité de l'habitat, et ça fonctionne bien sur la qualité des espaces publics, et ça fonctionne bien dans la conception qu'on peut avoir entre la ville et la nature, etc., etc. Et c'est de cette manière-là que tous les choix que nous devons faire aujourd'hui, il faut les penser, il faut les imaginer, il faut les élaborer. Donc c'est notre enjeu principal. Merci à vous. Merci à vous tous. Je vais vous demander encore quelques minutes
pour voir s'il y a des questions dans la salle, s'il y a des gens qui veulent interroger les participants, soit sur les aspects donc enjeux de cet événement, soit sur l'aspect héritage. Je crois qu'il y a une question au premier rang. I'm sorry to speak in English, but I am architect. My name is Nikos Fidikakis and I'm Vice President of the International Union of Architects. Lady, you are right. There are cities that made games, as Athens. I'm coming from Athens. And they were very negative. But you know why? Because the post-games period, the post-games results was negative, not during the games. So you are right. So we have to consider the post-games results, what you said in your last remark. Additionally, I would like to say that the philosophy by which started the Olympic Games in Greece were to stop the wars between cities. Does it happen this today? Does the Olympic Games is a motive to stop the wars between the regions, between the areas, between the terrorism? So this is another very important issue that should be asked to try to expand the idea of peace. Thank you. Merci. Je ne sais pas si... Oui, Nicolas Hazard, vous souhaitez répondre? Maybe in English, because it's going to be easier. So I think we totally agree on that, on the fact that, in effect, when we talk about Olympic Games and Paralympic Games and the way we try to organize that, of course, the battle between the city doesn't make really sense, and that we need to think in a more global way, in a more sustainable way. As well as the buildings we need to create, the stadiums and stuff like that. So maybe there's an idea we should dig for the future, and I think it's becoming more and more difficult for city to organize the Olympic Games. And this idea would be to have Olympic Games that maybe, let's say, take 5 to 7 cities and say every 4 years it's gonna turn and we're gonna go to another city. And so we're gonna have like major city like Beijing, Tokyo, Paris, London, Los Angeles, and maybe one in Australia, Sydney. And so we're gonna have this Olympic Games like every 4 years, so there's no battle anymore. I think that's one of your concerns, and I totally agree on that. On the second part, which is more around sustainability and the way that we need to organize that after the games, and the heritage is a very key issue, and I think we totally agree on that, and we'd like to find solution for making it better after. I think you're right, because during each Olympic Games, I think everything is going pretty fine and pretty okay. London was amazing, and Rio, even the event of Rio was pretty cool. But after that, we need really, when we talk about sustainability, we really need to think on the long term. And I think that's one of the huge challenge now, to think what's going to happen after the Olympic Games. But before that, and it's what we try to do, we need to think of that before the Olympic Games, because thinking after will be, I think, from my perspective, too late. So we'll try to work on that, and I totally share your concern.